Bonsoir à tous. Quel accès à la santé pour la communauté LGBTQIA+, ce sera la question au centre de notre émission ce soir. Et un constat s'impose, certains ont un contact très lointain, épisodique, voire inexistant dans cette communauté avec le monde médical. On va tenter de comprendre pourquoi et on verra aussi qu'une autre approche de la médecine fait son chemin petit à petit, plus respectueuse des attentes et des différences. On parle alors de santé inclusive. Camille Lecrénier, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste à Épicentre, justement, un espace de santé inclusive. On va essayer pour le grand public de définir ce qu'est la santé inclusive. Vous diriez quoi, vous? La santé inclusive, c'est avant tout un accueil bienveillant des patients et des patientes avec un vécu différent, avec leurs particularités et leurs différences, que ce soit au niveau de leur genre, de leur sexualité, au niveau de leurs croyances, mais aussi de leurs différences physiques. Oui, alors j'ai lu un chiffre sur un site donc, de santé inclusive dont on parlera dans quelques instants où on indique qu'une personne transgenre sur quatre évite au maximum tout contact avec les soins de santé. Pourquoi évite-t-on en général le contact? Pourquoi évitent-elles, ces personnes, le contact avec les soins de santé? Alors, c'est souvent par appréhension de ce que le monde médical a potentiellement à leur offrir, que ce soit en termes d'homophobie claire et évidente, mais aussi plus de Mhm. micro-agressions et surtout de normativité. On a des soins qui sont fort normatifs, donc qui demandent aux gens de rentrer dans des cases, et c'est ce que nous, justement, on évite à tout prix de faire. Ouais, alors on a rencontré Noah Gottlob qui est coordinateur de l'espace Épicentre et on lui a posé la même question qu'à vous, c'est qu'est-ce qu'on entend par une prise en charge inadéquate et non respectueuse? Écoutez sa réponse. Dans les milieux des soins, malheureusement, il y a plusieurs types de LGBTQIA+ phobie. Premièrement, il y a les agressions, les discriminations directes qu'on va pouvoir constater. Ça va être des refus de soins, des pathologisations abusives, voire des thérapies de conversion, c'est-à-dire des thérapies où on va essayer de soigner la personne de son caractère hors de la norme. Et puis, il y a aussi toute une série d'LGBTQIA+ phobie indirectes, et donc qui vont être parfois dénuées souvent de l'envie de nuire, de l'envie, de la volonté d'agresser, et pourtant qui vont avoir les mêmes effets délétères, qui vont atteindre la santé des personnes concernées, tout aussi directement. Et là, on va le retrouver dans des commentaires, dans des remarques, dans des questions qui seront posées de manière trop intrusive ou justement évitées. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi réaliser que toute une série d'agissements, même dénués de l'intention de nuire, en fait, comportent les mêmes conséquences délétères que des agressions franches. Bonsoir Maxence Paco. Vous travaillez à l'ASBL genre pluriel, mais vous représentez la maison Arc-en-Ciel de la santé, qui est une ASBL pour l'instant qui regroupe plusieurs associations qui aident à la prise en charge. Alors on parlait de prise en charge inadéquate. Les conséquences, elles peuvent être délétères, vous le constatez, vous, dans votre action de tous les jours. Oui, oui, tout à fait. Donc, on reçoit pas mal de personnes qui sont carrément sorties du parcours de soins, mais comme disait Camille, par crainte des réactions que peuvent avoir les professionnels de santé. Et donc, on en arrive à des personnes qui se font dépister des maladies trop tard parce qu'on peur d'aller le faire dès les premiers questionnements. Des personnes qui ne prennent pas soin de leur santé mentale par crainte de devoir justifier telle ou telle chose à des psychologues, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment plein de situations variées, mais on remarque vraiment un retard, voire une sortie complète du parcours de soins. Alors, Mariam Moneim, bonsoir. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Alors, vous, ça fait longtemps que vous constatez ce phénomène. Première question, est-ce que vous trouvez que les choses vont mieux ou que ça ne s'arrange pas? Alors moi, je parle de... Ça fait longtemps que j'exerce en tant que psy. Donc depuis 20-25 ans, les choses vont mieux, effectivement, mais il y avait vraiment matière à faire bouger les lignes au niveau de la représentation des professionnels et aussi de l'accès aux soins des patients.
pas que santé physique, mais santé mentale, effectivement. Donc les choses vont mieux, mais il y a encore tout un travail à faire du côté de la formation des professionnels de santé au sens large, qui manquent de contenu pour pouvoir fonctionner au mieux avec des patients qui sortent des normes hétérocentrées et le reste aussi. Alors, on aura l'occasion d'en parler plus avant, mais d'abord, je vais vous présenter notre dernier invité, Olivero Acelio. Bonsoir. Vous êtes co-rédacteur d'un guide de santé inclusive. C'est un guide qui est accessible sur Internet et qui est censé aider finalement à la formation des professionnels. En tout cas, c'est un premier accès à toute une série d'informations. On va voir quelques images d'ailleurs de ce site. Alors, il vous a semblé indispensable à un moment donné de mettre les pendules à l'heure, ou en tout cas de repréciser certaines notions. Oui, c'est un guide qui se veut complémentaire de ce qui existe déjà, donc du travail de Myriam, du travail d'Épicentre. C'est un guide qui est inscrit dans le travail d'Épicentre, dans le travail de genre pluriel. Et donc, c'est un guide qui voulait aussi venir compléter certains endroits qui n'étaient peut-être pas assez explorés à notre goût, développer certains concepts, refaire référence à tout le travail qui a déjà été fait des autres associations, des autres personnes qui réfléchissent dans le monde LGBTQIA+, bruxellois, donc lesbiennes, bisexuelles, gays, trans, queer, intersexes, asexuels, bruxellois, qui qui a un milieu qui est extrêmement productif, extrêmement foisonnant d'idées et de personnes qui travaillent et qui font des choses très intéressantes. Donc, on a voulu aussi relayer vers ça, rendre hommage à ça et renvoyer vers des références aussi internationales, des études, avoir des chiffres. Donc, c'est un peu un condensé de ce qu'on a trouvé intéressant à expliquer et aussi avancer un peu sur certains concepts qui n'étaient pas suffisamment développés à notre goût. Et pour compléter un peu ce qui a été dit et pour rejoindre ce qui a déjà été dit, en fait, la question des personnes LGBTQIA+, et des services de soins, elle est liée à la discrimination, c'est-à-dire que le fait d'être discriminé, donc de ne pas être reçu correctement par quelqu'un, à la fois dans un système de santé, à la fois dans un autre système. Et le système de santé peut être complètement public, comme un hôpital public, donc c'est-à-dire qu'il est censé donner les mêmes droits et les mêmes services à tout le monde. Ne pas donner les mêmes services à tout le monde, c'est discriminer. On dit souvent que le service public, c'est le patrimoine des gens qui n'en ont pas. Et donc, du coup, les personnes LGBTQIA+, qui sont mal reçues un jour, ne retourneront plus dans cet hôpital. Il y a la question de la marginalisation. Ça, c'est une question qui ne concerne pas que les personnes LGBT, mais par exemple, la discrimination non plus d'ailleurs. Mais par exemple, en France, l'aide médicale d'État, il y a 49% des personnes qui y ont droit qui n'utilisent pas. Donc, cette aide qui est faite pour les personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Et donc, les gens ne vont pas recourir à l'aide auxquels ils ont droit ou elles ont droit parce qu'ils sont marginalisés ou pas au courant ou parce qu'ils ont honte d'avoir recours à cette aide. On parle de la honte dans ce guide. Donc les personnes LGBTQIA+ sont éloignées des services de soins par marginalisation de société. Et puis la dernière chose qui concerne vraiment précisément la santé, c'est la pathologisation de leur identité. C'est-à-dire que les personnes trans, jusqu'à encore très récemment, les personnes intersexes, les personnes homosexuelles étaient considérées comme des malades par les services médicaux et par les services psychologiques. Et donc, ont un contentieux historique avec les services de santé. Oui, ça situe vraiment toute la subtilité qu'il faut avoir dans l'accueil de ces personnes. On va essayer de prendre point par point. D'abord, une question pour vous, Myriam Monheim. Pas reçu correctement, comme le disait Olivero, ça prend quelle forme? Ça peut parfois être banal, badin, et finalement, sans que le personnel de santé ne s'en rende compte. Oui, évidemment, il n'y a pas que des méchants médecins homophobes, transphobes et racistes. C'est pas du tout ça qu'on essaie de pointer. C'est par méconnaissance, tout un tas de professionnels ratent le coche de la réalité des personnes qui sont en face d'elles. Soyons concrets, par exemple. Mais par exemple, si moi, je me présente dans un centre de planning familial avec ma compagne, parce qu'on a peut-être envie de pouvoir consulter ensemble un ou une gynéco, on va croire que c'est une copine. Et si je suis face à quelqu'un qui n'est pas habitué à recevoir des personnes autres qu'hétérosexuelles, on va tout le temps présumer que je suis hétérosexuelle. Donc on va considérer que la personne qui m'accompagne est une amie et pas ma petite amie. Alors, c'est pas grave quand ça arrive une fois, mais quand ça arrive 10 fois, 20 fois et que ça se compte sur des années, et quand on a un problème de santé qui nous met à mal et qui fait qu'on a peut-être honte aussi ou peur de parler de ça, eh bien on va se taire, on va cacher des choses et donc le soignant en face n'est pas capable d'avoir, je dirais, un bon diagnostic et une bonne proposition de thérapie et de soins, où ça c'est le pire, on va éviter de se rendre chez un soignant. Je dis un soignant au sens large parce que c'est la médecine générale, mais c'est les soins de santé mentale.
Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent quand ils ou elles sont en crise ou quand c'est un peu trop tard. Et donc, il y a tout un travail à faire qui prend beaucoup plus de temps pour le patient ou la patiente que si les personnes consultaient vite. Oui. D'où l'importance de lieux comme ce dont on parle ici, où il y a une visibilisation d'une offre de soins spécifiques pour des soignants, pour des patients, mais aussi que dans les structures généralistes qui ne sont pas spécialisées pour les publics dont on parle, qui est vraiment des personnes qui sont à même de faire du bon travail, parce qu'à l'aise avec les thématiques, parce que formées pour ça, parce que en capacité de pouvoir orienter, s'il le faut, ailleurs après. Oui, alors Maxence Paco, on le voit, les identités sexuelles aujourd'hui sont multiples. Ça situe la difficulté pour le corps médical en général de la prise en charge, de l'accueil, du premier contact même avec ces personnes. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les professionnels se pensent, sont là avec toutes les meilleures intentions du monde, en se disant, mais nous, voilà, on ne veut pas discriminer, on veut accueillir tout le monde comme on veut accueillir tout le monde de la même manière. Le risque, c'est on vit dans cette même société pleine d'oppressions qui sont parfois un peu plus invisibles que d'autres, et donc le risque, c'est en vouloir en voulant accueillir tout le monde de la même manière, c'est de remettre de manière involontaire ces oppressions dans l'accueil. Je ne sais pas si c'est clair comme je l'explique. Ça prend quelle forme en fait chez vous à Épicentre, cet accueil qui se veut différent, qui se veut inclusif? Quelles précautions prenez-vous dès l'entame, dès le premier rendez-vous et ensuite? Alors, les précautions, elles vont être prises dès le départ, dès le site internet où tout est très clairement expliqué, que ce soit au niveau des prix, au niveau de la prise de rendez-vous, tout est clair. Ça va être aussi au niveau de l'espace d'accueil, de la salle d'attente, où on va avoir une salle d'attente qui va être décorée de façon accueillante, mais aussi à proposer des ressources qui abordent des thèmes plutôt de l'ordre de l'inclusivité. Et puis au niveau vraiment concrètement de la consultation, ça va être consciente que la personne qui vient en face de vous peut avoir un vécu différent et des habitudes de vie différentes, et accueillir ça avec non-jugement. Ça va être d'utiliser un langage inclusif, donc essayer d'utiliser des termes épicènes. C'est-à-dire épicènes, pour qu'on comprenne? Épicènes, c'est des termes qui peuvent être aussi bien utilisés dans le masculin que dans le féminin. Donc à la place de dire quand vous étiez petit ou quand vous étiez petite, dit plutôt quand vous étiez jeune. Et ça va être proposé d'utiliser un prénom de confort qui n'est pas toujours le prénom sur la carte d'identité, ou alors de préciser les pronoms aussi. Et aussi de ne pas assumer la sexualité des gens, typiquement en termes de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est aussi très important de pouvoir savoir que on peut avoir des partenaires multiples, on peut avoir une hétérosexualité, une homosexualité, une bisexualité, une pansexualité, et que tout le monde a le droit d'être dépisté de la même manière. Oui, je voulais réagir parce que, par exemple, moi je travaille dans un centre de planning qui existe depuis 77. Alors évidemment, en 77, même le terme LGBTQIA+ n'existait pas. Et probablement que les rares lesbiennes qui devaient passer la porte du planning n'en parlaient pas. Mais donc, vous avez créé un centre dès le début, vous avez voulu qu'il soit inclusif, vous avez pu penser à tout ça. Ce qui est plus compliqué, c'est quand des structures existent déjà et qu'elles doivent changer leur habitude en termes d'accueil dans les murs, mais en termes d'accueil dans les postures aussi. Et donc, ça demande de réfléchir, de mettre des lunettes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de mettre en tant que minorité, de se dire, tiens, si j'étais une personne LGBTQIA+, est-ce que je me sentirais la bienvenue dans cette maison médicale, dans ce planning familial, et de quoi j'aurais besoin pour avoir des petits signes qui me montrent que d'abord j'existe, que je suis pensée par l'équipe qui est là, et est-ce que je vais pouvoir venir me déposer dans ce qui est compliqué pour moi. Donc ça passe par le fait de réfléchir à ce qu'on met comme outil, par exemple, dans sa salle d'attente. Quelles affiches on met, quelles brochures on met, qui est représenté dans une salle d'attente. Est-ce que c'est uniquement un public hétérosexuel, blanc, plutôt classe moyenne et assez propre sur lui,
qu'on voit sur les affiches, ou bien est-ce qu'on va être créatif et mettre peut-être des personnes qui ne seraient pas hétérosexuelles, ou des personnes qui seraient racisées, ou voilà. Donc ça, c'est juste, là je parle de ce qui pourrait se passer dans une salle d'attente, mais ça se décline à tous les niveaux de contact du public avec une structure, c'est-à-dire le site, Internet si on en a un, et alors la manière dont on s'adresse à la personne. Oui, parce que on le voit très fort dans votre guide, Olivero, vous insistez également à des choses qui peuvent paraître simples et évidentes, c'est l'information, dire ce qu'on va faire, demander si on peut toucher, par exemple, demander si on peut faire un examen, toute une série de choses que parfois le médecin fait de manière routinière, je dirais. Mais oui, toute cette histoire de consentement, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment sorti sur le devant de la scène avec MeToo, etc. Et maintenant, on se dit, en fait, il faut demander pour faire ça. Mais oui, en fait, c'est vachement élégant et vachement plus pratique et plus efficace au niveau médical de demander à quelqu'un, est-ce que je peux, à ce moment-là, vous toucher, retirer ce vêtement. On n'est pas toujours obligé de retirer complètement les vêtements de tout le monde pour faire une analyse d'un bras. Enfin, on n'est pas toujours... voilà, il faut parfois expliquer aussi aux gens qu'est-ce que je fais. Je trouve qu'il y a un énorme problème de transparence, on en parle dans le guide. Les gens ne savent pas à quelle sauce il faut être mangé, ils ne savent pas ce que le médecin écrit sur la feuille, pourquoi est-ce que quand il me regarde, il écrit plein de trucs, qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce que j'ai dit qui pose problème. Et vous allez prendre ce cachet parce que vous allez faire, même pour une opération toute simple, ça touche à tout le monde, pas qu'aux personnes LGBT, vous n'êtes pas hyper informé sur ce qu'on va vous faire et pourquoi on vous le fait et comment ça va se passer. Or, je pense que ça rassure énormément les personnes, et particulièrement celles qui sont éloignées des services de soins, de savoir pourquoi vous venez, quel traitement on va vous donner et quels sont les chemins possibles par rapport à votre guérison ou au traitement de votre situation. Oui, vous agissez de cette manière-là également dans le centre. Oui, je sens que ma pratique, quand je suis passée d'une pratique conventionnelle vers une pratique inclusive, elle a été beaucoup plus linéaire. On est sur un même pied d'égalité, on réfléchit ensemble à un traitement qui pourrait convenir, on parle des options et puis après on voit les pour et les contre. Et évidemment le consentement, il passe par le physique, mais il passe aussi par tout ce qui est psychologique et par la mentalisation de tout ça. Donc, oui, c'est clair que d'un point de vue inclusivité, ça change. Mais Maxence Paco, ça situe aussi toute la difficulté, c'est qu'en même temps, il faut tenir compte de ça, de toutes ces choses-là, mais il ne faut pas non plus être réduit à son identité sexuelle. Ça situe la complexité dans la prise en charge. Oui, on n'a jamais dit que c'était facile, effectivement, mais donc voilà, enfin, le but vraiment, c'est de pouvoir être le plus large possible au début de l'accueil pour être sûr j'ai envie de dire de ne froisser personne, mais c'est pas le terme que je cherche, mais de ne discriminer personne, voilà. Et puis après, une fois qu'on est dans la confidentialité du cabinet, de pouvoir rétrécir en posant des questions adéquates pour vraiment arriver à la réalité individuelle de la personne, quoi. Madame Monet, juste une question. Quand on préparait cette émission, vous m'avez dit, oui, c'est pas souvent on a parfois tendance, en tout cas certains spécialistes ont parfois tendance à réduire les problèmes à l'identité sexuelle. Et vous me disiez, c'est pas parce qu'on est lesbienne ou gay que forcément c'est la cause de la dépression. Non, mais par contre, les statistiques montrent qu'il y a une prévalence de problèmes de santé mentale plus importante chez les personnes LGBTQIA+. Et alors, il y a des personnes qui vont penser que c'est parce qu'elles sont folles, on va dire, qu'elles souffrent. Moi, je retourne, il n'y a pas que moi d'ailleurs, mais nous, on retourne le truc, c'est de dire que c'est la société qui, parce que elle n'accepte pas certaines personnes qui sortent des clous, qui font que ces personnes-là vont souffrir d'un stress qu'on appelle minoritaire d'ailleurs, qui est le fait de régulièrement vivre des difficultés à plein de moments, dans plein de registres de sa vie, d'anticiper ces difficultés et en plus, et ça c'est quelque chose quand même de tout à fait particulier aux minorités dont on parle, c'est d'avoir une image de soi qui est totalement dépréciée, c'est-à-dire d'avoir honte d'être homosexuel ou honte d'être gay, honte d'être séropositif, honte d'être trans, parce que nous avons tous grandi dans une société qui vient nous dire que la norme, c'est l'hétérosexualité, c'est le fait d'être cisgenre, et donc on a tous intégré ça, et c'est ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée, la transphobie intériorisée. Ce sont toutes des choses qui, cumulées, viennent faire que les personnes LGBT, en fait, souffrent plus souvent de problèmes de santé mentale que les personnes
pas LGBT. Ouais. Alors, une question par rapport à l'existence du centre, ça fait quelques mois maintenant. Une question par rapport à la formation aussi, puisque vous êtes sorti il y a quelques années des études. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pris en compte et est-ce que vous pensez ce que vous pratiquez au quotidien, c'est en train de se généraliser ? Alors, je pense qu'il y a de la demande. Hein. Je pense que Maxence pourra nous le dire. Moi, j'étais personnellement formée par genre pluriel, tel quel. Et alors, c'était aussi GoToGynéco pendant mes études. Mais c'était un choix. C'était optionnel et c'était seulement pour les médecins généralistes en formation. Maintenant, j'espère qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas trop... On donnera la parole à Maxence, ouais. Mais il a l'air dubitatif. Mais en tout cas, il y a vraiment, en tout cas, du côté d'Épicentre aussi, de proposer des formations aux professionnels de la santé pour... qu'en fait, ce genre de centre qu'on propose maintenant ne soit plus nécessaire dans les années à venir et que tout le monde soit formé à ces problématiques. Oui, alors elle parlait des 3 associations, Maxence tel quel, genre pluriel et Execo. Il y a un réseau déjà maintenant. Oui, c'est ça. Donc, chaque association a son propre réseau. Donc, Execo a le réseau TTBM pour très, très bons médecins, qui, du coup, est un réseau de professionnels de la santé qui vont être formés à l'accueil et aux spécificités des personnes HSH, donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, pour ne pas dire hommes gays, parce que les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ne s'identifient pas forcément comme gays. Tel quel a le réseau GoToGynéco, qui est l'équivalent pour les FSF, donc les femmes qui ont des relations sexuelles avec les femmes. Et Genre Pluriel a un réseau qui s'appelle le réseau psychomédico-social trans et interbelge, qui est donc un réseau de professionnels de santé au sens large, que ce soit santé physique, santé mentale, prévention de la santé, mais aussi du côté social et juridique, qui sont donc formés aux spécificités de l'accueil et des besoins spécifiques des personnes transgenres et intersexes. Et sur la formation, quand je vous voyais réagir à ce que disait Camille en disant j'espère que maintenant ça s'étend en fait dans les formations, vous avez envie de dire quoi là-dessus ? Oui, mais alors effectivement, il y a énormément de demandes de formation, mais ce sont des demandes qui sont ponctuelles pour une structure qui est déjà formée. On voit vraiment que dans les cursus, ça a vraiment beaucoup de mal à avancer. Nous, à Genre Pluriel, on donne des cours en faculté de médecine générale à l'ULB et à l'UCL, mais ça ne reste que des cours facultatifs. C'est très compliqué de faire en sorte que ça devienne des cours obligatoires. Mais donc voilà, c'est toujours en cours de travail. Et donc, les étudiantes peuvent choisir de participer à ces cours ou pas, ce qui fait que les personnes qui ne choisissent pas ne sont donc pas formées à ces spécificités. Oui, Myriam Adem, ça devrait devenir obligatoire, selon vous, cette approche ? Alors, on parle d'une approche qui est complètement révolutionnaire par rapport à l'approche traditionnelle où le médecin sait pour un patient qui juste reçoit la parole éclairée, j'allais dire autre chose. Ça, c'est une chose. Et puis, on parle de parcours psychomédico-sociaux spécifiques des personnes dont on parle ici, et c'est pas la même chose, je trouve. Mais c'est clair que à l'université, encore maintenant, je pense qu'on n'aborde pas assez le vécu et les enjeux de santé auprès des personnes non hétérosexuelles et non cisgenres, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas transgenres. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous ? Mais ce qu'il faudrait, c'est que les lignes bougent un petit peu au niveau des personnes qui dispensent les cours. Et les personnes qui dispensent les cours continuent à être des personnes qui sont des personnes privilégiées et qui ne s'intéressent pas forcément toujours à des publics minoritaires. Mais je voulais quand même rebondir sur ce que Maxence disait, parce que quand on entend tous les réseaux que nous avons été obligés de constituer, on pourrait se dire ça va, tout va bien. Il y a les hommes gays, bi, qui sont couverts, les lesbiennes, bi aussi, les trans et les inter. Non, il y a ce dont on parle ici, c'est à chaque fois des initiatives personnelles de soignants qui se disent tiens, je m'y connais pas assez et je vais aller essayer d'en savoir plus. Mais après, comment dire, il y a aucune subvention de tout ça. C'est-à-dire que ces réseaux sont des réseaux tout à fait bénévoles, où il faut appeler pour trouver tel soignant qui serait susceptible dans telle région de recevoir telle personne. Et le réseau des personnes qui sont formées est saturé. Oui, c'est ça. Juste une précision, Maxence. On attend à la maison Arc-en-Ciel un agrément qui vous donnerait le statut de maison médicale qui permettrait une subsidiation. Tout à fait, ouais. Oui. Et pour vous, vous êtes subsidié, en fait, votre centre dans votre fonctionnement ? Non.
Non. D'accord, ok. Donc on a toute une partie projet où effectivement les projets répondent à des appels à projets des politiques, des communes, etc. Où là, effectivement, on reçoit un budget, mais maintenant pour toute la partie santé, soins, non. Là, D'accord. les personnes... Et quand on parlait de saturation, vous êtes saturé déjà à votre centre? Oui, on arrive en tout cas à une saturation d'un point de vue soins psychologiques. En tout cas, là, on est vraiment à la limite. Médecine générale, ça se développe, mais on a un peu de marge, mais oui, ça va arriver à la saturation à un moment. Oui, on arrive au terme de cette émission. Une dernière question pour vous, Olivero. Il y a ce guide qui est en accès à Internet. Vous voudriez quoi, en fait, que les médecins généralistes, que les professionnels s'en saisissent pour apprendre finalement un peu seuls, parfois, une approche différente? Oui, donc c'est santéinclusive.be. D'ailleurs, on est sollicité avec Camille pour aller dans la faculté de médecine prochainement pour en parler. Mais donc, il y a un moyen de rechercher, parce qu'en fait, on a créé avec Caroline Taillel, autrice et actrice, on a créé des titres un petit peu originaux pour chaque carte. Donc, parfois, on ne retrouve pas directement le sujet qu'on cherche. Mais donc, il y a une option recherche. Il y a aussi une option feedback pour que les personnes fassent leur retour. Et donc, l'idéal, c'est que ce soit un outil que les gens utilisent comme ça, mais qui peut aussi se décliner en conférences et en formation. Et comme disait Myriam, le problème, c'est que les professionnels de la santé ont parfois du mal à se remettre en question et se disent qu'ils ont été pendant très longtemps les grands patrons et aujourd'hui doivent parfois un petit peu réfléchir à leur propre posture et apprendre de leurs patients. Et donc, c'est un petit peu le sujet du guide aussi, c'est d'avoir cette posture de se dire on peut se tromper, on peut s'excuser, on peut toujours apprendre et s'améliorer. Et l'intérêt, c'est que la santé, c'est comme la culture, ça profite à tout le monde, quoi. Plus il y en a et plus tout le monde va bien. La santé, ça se propage comme la culture. Donc, si quelqu'un va en bonne santé, les autres seront en bonne santé aussi. Et donc on rappelle, le site, c'est santéinclusive.be. Voilà, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau nous éclairer sur cette problématique. On aura encore l'occasion d'y revenir sans aucun doute, puisqu'il reste un champ à labourer dans ce domaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autrement.